Autrement. Hop, on est tout. Donc bonjour, on se retrouve pour cette petite rediffusion qui n'est pas en direct. On est avec monsieur Bruno Laurent. Bonjour monsieur Bruno Laurent. Bonjour à toutes et à tous. Donc vous le voyez pas, hop, j'ai bougé la caméra, mais on est vachement nombreux dans le local. C'est la première fois qu'on est autant nombreux, je pense. Hop, il y a beaucoup de monde. C'est très impressionnant. Et du coup, tour à tour, on va vous poser des questions. Donc comme je vous l'ai dit, il y aura plusieurs domaines. Donc on aura tout d'abord la question jeunesse et avenir. Ensuite, on aura les questions de votre parcours. Des actualités, au niveau actualité et information, et pour finir, questions un peu plus personnelles, pour apprendre à vous connaître un peu mieux, et du bonus si on a le temps. Voilà. Donc je vais laisser la parole, je crois que c'est Alicia. Hop. La jeunesse et l'éducation occupent une place centrale dans les préoccupations actuelles. Avez-vous des projets pour la jeunesse et l'éducation, notamment l'éducation dans le supérieur ? Donc c'est une préoccupation de la jeunesse, c'était aussi une préoccupation de notre collectif Vivement Agen et de notre programme. Nous, on est parti du principe que la jeunesse c'était l'avenir de demain pour Agen et que donc il fallait s'y pencher sérieusement. Et donc on a la deuxième adjointe qui a ce champ de compétences, question jeunesse, de la petite enfance jusqu'à l'école primaire et puis ensuite collège-lycée pour les plus grands. Là où on se rejoint avec la mission locale, c'est que tout à l'heure je feuilletais le rapport d'activité et Éric Bacca, qui était le président, commençait son édito par tout ce qui se fait pour la jeunesse, sans la jeunesse et contre la jeunesse. Et nous, on est complètement là-dedans. On croit à la démocratie permanente et quelque chose de fort qu'on veut mettre en place à Agen, c'est un conseil municipal des jeunes. Alors, des plus jeunes que vous, mais pour les écoles primaires, on est en train d'y travailler pour qu'en CM1 et CM2, on puisse participer à une campagne électorale dans son école, qu'on puisse être élu et qu'ensuite on puisse faire partie du conseil municipal des jeunes et ensuite porter des projets, y compris d'alerter et de suggérer aussi au conseil municipal des adultes. Donc ça, c'est quelque chose de fort parce qu'on veut pouvoir associer les plus jeunes. Parce que si on les associe déjà, ce seront les citoyens de demain et ils prendront plus facilement part aussi à la vie démocratique de la cité. On veut aussi pouvoir ouvrir les conseils de quartier. Aujourd'hui, les conseils de quartier, c'est quelque chose qui est intéressant parce qu'effectivement, il associe les habitants, mais il n'associe pas les jeunes, puisque pour faire partie d'un conseil de quartier à Agen, il faut être majeur. Nous, on veut ouvrir les conseils de quartier dès l'âge de 16 ans. Il y a aussi des commissions municipales. Donc, au sein du conseil municipal, il y a des commissions municipales. Par exemple, il y a la commission culture. On veut l'ouvrir aux citoyens et on veut aussi l'ouvrir aux citoyens dès 16 ans. Donc ça, c'est des choses qu'on va mettre en place pour pouvoir aller se nourrir aussi des besoins, des envies des plus jeunes et voir comment on peut répondre à leurs préoccupations. Moi, j'ai des enfants de 18 et 15 ans, donc les préoccupations des ados, des jeunes adultes, je les connais. Je sais qu'ils manquent d'un lieu pour pouvoir se retrouver. Moi, quand j'apprends que mon fils, qui est à Palissy, en fait, le seul endroit qu'ils vont se retrouver à Jaillant, sur les bancs, c'est l'aire de jeu pour les petits, ça me fait pas plaisir. Ça me fait pas plaisir pour les petits, ça me fait pas plaisir qu'il y ait des ados sur l'aire de jeu des petits, mais c'est la preuve qu'il me manque quelque chose. Donc on a tout ça en tête. Donc un bon point, la préoccupation, on va y revenir. La préoccupation des jeunes, c'est aussi ce qu'on a repéré dans la construction de notre programme. Très bien. Ensuite, c'est moi qui ai posé ma question. Donc, étant moi-même pas le jeune le plus intéressé au niveau politique, j'aurais voulu savoir votre avis concernant l'implication des jeunes dans la politique, plus particulièrement pour les jeunes de la commune, surtout vu le pourcentage d'abstention chez les jeunes de manière générale. Alors ça, c'est un vrai échec de la situation actuelle parce que si les jeunes ne s'intéressent pas à la politique, elle va se faire et elle risque de se faire sans eux. Nous, on a eu la chance d'avoir avec nous dans le collectif un colistier qui, quand il a intégré la liste avec nous, il n'était pas encore majeur puisqu'il a eu 18 ans au mois de février et le premier tour de l'élection municipale, c'était en mars. Donc, et en fait, parce qu'il a accepté de nous rejoindre, avec lui, il a attiré à lui d'autres jeunes aussi. Il faut donner une place, mais il faut aussi donner envie aussi aux jeunes de venir. Moi, je fais un parallèle aussi avec la question de la parité. La loi, elle a imposé la parité homme-femme. Parfois, c'est un peu compliqué parce que, naturellement, les femmes, elles sont plus discrètes, elles ont envie de s'engager, mais pas nécessairement en première ligne, etc. Bon. Et les jeunes, je pense que c'est pareil. Il faut aller les chercher peut-être. Une fois qu'ils sont là, ils évoluent et ils apportent beaucoup de choses. Donc nous, on était vraiment très heureux de compter Nassim avec nous. Et il a apporté beaucoup de choses de positives au collectif.
Ok, très bien. Je te laisse Marie, à toi. Alors, concernant la circulation du réseau de bus sur Agen, nombreux habitants constatent que certaines zones sont mal couvertes, avec des fréquences trop faibles et des horaires peu adaptés aux besoins du quotidien. Donc, par exemple, les personnes qui finissent tard le travail ou commencent tôt le matin. Avez-vous des solutions pour y remédier ? Alors ça, c'est un vrai problème et vous avez raison, il y a des quartiers qui sont enclavés. Il y a des quartiers où on ne peut pas utiliser les transports en commun, en tout cas pas au moment où on en a besoin. Bon. Et puis on peut constater aussi qu'à certains moments, il y a des bus qui circulent vides la journée et donc c'est pas non plus une bonne chose. Donc nous, on avait repéré ça, qu'il fallait travailler sur la question de la fréquence, sur la question aussi peut-être d'une expérimentation sur le prix, la gratuité, soit un jour de la semaine, soit pour une tranche d'âge. Mais les réseaux de bus, c'est l'agglomération d'Agen. C'est pas la ville d'Agen. Et donc, on va porter ça, cette discussion. Donc, c'est en plus une délégation de service public. Donc, ça veut dire que même l'agglomération d'Agen ne peut pas faire ce qu'elle veut. Il y a un délégataire, une société qui a signé un contrat avec l'agglomération d'Agen. Donc, il faut qu'on puisse repérer. Mais il y a les autres communes autour d'Agen, de la première couronne, que ce soit le Passage, que ce soit Boé, Bonencontre, font aussi le même constat, qu'il y a besoin d'une fréquence et une fréquence plus adaptée aux besoins. Comment on fait pour aller faire du sport à Clouchet si on a un bus à l'aller et qu'à la fin de l'entraînement, on n'a plus de bus ? C'est pas adapté. Donc ça, c'est un vrai sujet. Ça va pas dépendre que de nous, que de la ville d'Agen, mais on veut le porter. Parce que du coup, en termes de gratuit, vous avez la navette qui fait que le centre-ville d'Agen. Mais là, vous voulez rendre les bus gratuits, c'est ça ? Oui, il y a des communes qui ont mis en place la gratuité des transports en commun. Et quand il y a un bilan qui est fait de cette gratuité, le constat qui est fait, c'est qu'on monte plus facilement dans le bus. Bon. Alors, je ne sais pas si c'est adapté au territoire, je ne sais pas si on prend peu le bus parce que c'est cher ou si on prend peu le bus parce qu'il n'y a pas assez de fréquence. Ça, il va falloir qu'on le mesure. Je pense un peu des deux. Je pense que si je veux aller à l'hôpital à Agen, du centre-ville, j'ai un bus toutes les 45 minutes. Je ne pense pas que mon problème, c'est parce que le ticket, il est à 1,50 €. C'est parce que je ne veux pas attendre 45 minutes alors qu'avec ma voiture, je vais mettre 3 minutes, quoi. Bon. Donc, il y a la question des fréquences, il y a la question du tarif. Et sur le tarif, c'est vrai que nous, on est assez sensible à cette gratuité, mais il va falloir qu'on l'expérimente et qu'on le porte aussi à l'agglomération d'Agen pour voir comment on peut le mettre en place. Ok, merci. Revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure par rapport au fait que les jeunes n'ont pas d'endroit où se retrouver. C'est vrai qu'on l'a remarqué nous aussi, du coup. Et quand j'ai cherché un peu, il y a quelques tiers-lieux comme des espaces de coworking ou des cafés, mais encore une fois, c'est pas adapté aux jeunes où il faut payer. Du coup, on voulait demander si vous comptiez mettre en place des espaces dédiés spécifiquement pour les 16-25 qui pourraient offrir du coup des... Comment dire ? Qui pourraient du coup nous donner accès à des besoins essentiels comme des WC, des douches, enfin vraiment le minimum pour qu'on puisse se retrouver, bien s'entendre et bien être. Oui, comme je vous l'ai dit, c'est une préoccupation qu'on avait dans le programme et donc on va travailler effectivement à ça. L'été, on peut se retrouver au parc, mais l'hiver, on ne peut pas. Où on va ? Qu'est-ce qu'on fait ? Donc oui, on va travailler à cette question-là, vous dire où ça pourrait être, qu'est-ce qu'on y mettra dedans. C'est encore trop tôt. Hein, on est véritablement en fonction depuis un mois. Donc c'est des choses qu'on va pouvoir porter. C'est aussi la question du budget qu'on interroge. Donc on a lancé, c'est un peu technique, mais il faut aussi comprendre. C'est-à-dire qu'une collectivité, ça se gère un peu comme le budget d'une famille. Et avant de pouvoir investir, de faire des projets, il faut savoir véritablement ce qu'on a, ce qu'on rentre en termes de salaire quand on est les parents, les charges qu'on peut avoir, ce qu'on est capable de faire. Et donc, la précédente municipalité, elle était en place depuis 18 ans, donc elle avait un certain nombre de réflexes et de connaissances que nous, on n'a pas. Donc, on a lancé un audit. Donc, un audit, c'est un cabinet extérieur, une société extérieure qui va se pencher sur les comptes de la ville et qui va voir, là, vous avez telle marge de manœuvre, là, vous avez tant de crédits, vous êtes endetté à telle hauteur et on pourra construire ce projet-là. Donc, l'audit est attendu pour le courant du mois de juin. À partir du mois de juin, on y verra plus clair sur ce qu'on peut faire sur cette année-là et sur les années à venir. Notre web radio couvre plusieurs secteurs dont Agen et ses alentours. Qu'est-ce que vous pensez de la diversification de l'emploi dans Agen et ses alentours ? Qu'est-ce que j'en pense de la diversification de l'emploi ? Oui. Alors,
En fait, est-ce que, oui ou non, la formation des jeunes est adaptée aux offres d'emploi qui existent sur le territoire ? Moi, j'ai rencontré un certain nombre d'entreprises qui disent, en fait, on cherche à recruter, on a des besoins de main-d'œuvre, et en réalité, en face, on n'arrive pas à mettre des personnes qui sont formées pour cet emploi-là. Donc, il faut travailler à comment on adapte les formations à l'emploi sur le territoire. Donc c'est peut-être là-dessus qu'il faut avancer, mais il faut aussi envisager aussi que ça partirait des entreprises et du tissu des entreprises, mais ça pourrait aussi partir de la création d'une autre activité professionnelle qui ouvrirait des activités. Il faut aussi permettre la création d'emplois, la création d'entreprises, donc il faut accompagner ça aussi, parce qu'on peut ne pas être adapté au tissu économique local et pour autant avoir un projet et mener et construire sa propre entreprise, porter sa propre entreprise. Donc il faut pouvoir aussi accompagner les entreprises et les jeunes qui voudraient se lancer. Je pose cette question parce que justement, il y a beaucoup de jeunes, et je fais partie de ces jeunes, où on a des diplômes qui ne correspondent pas forcément aux besoins des entreprises. Par exemple, moi j'ai un bac pro photo. Ici, on ne peut pas vivre de la photo, et les entreprises qui recrutent beaucoup, ça va être soit les boîtes d'intérim qui vont travailler avec les usines de l'agropole. Donc, ce n'est pas forcément des métiers qui vont attirer les jeunes ou les gens en général. Et après, on a beaucoup de restaurants, et c'est pareil, c'est niveau emploi du temps, il faut pouvoir tenir la charge de travail. Et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes de la commune qui peuvent être perdus par rapport à ça, surtout les premiers temps où ils cherchent des emplois. Ouais. Voilà. Akima, du coup, je te laisse. Comment voyez-vous la jeunesse de notre ville ? Comment je la vois ? Mais une jeunesse chouette, en fait. Vous savez, il y a beaucoup la question de la sécurité, de l'insécurité. Elle a occupé beaucoup la campagne municipale. Alors c'est vrai que, et on en parlera peut-être si on parle d'actualité tout à l'heure, il y a un sujet, et pour autant, je trouve que c'est une jeunesse qui est agréable, une jeunesse... quand elle sort, je la trouve pas agressive, je la trouve plutôt vivante. On va avoir la marche des fiertés le week-end prochain. Je sais que la jeunesse, elle s'exprime aussi sur ces moments-là. Donc, moi, elle me plaît, cette jeunesse, la jeunesse. C'est à toi, Noémie, vas-y. Donc, est-ce que vous soutenez les initiatives ou projets sportifs et ou culturels portés directement par les jeunes ? Oui, moi je pense que en tout cas toute l'équipe municipale, elle a à cœur de soutenir tous les projets qui peuvent être lancés ici sur la ville et sur le territoire, et encore plus si c'est des jeunes. Donc s'il y a des projets et que nous en sommes informés, il n'y a pas de doute, on les soutiendra. Oui. D'accord. Du coup, quelles sont les actions pour soutenir la santé mentale des jeunes, surtout après ces crises récentes ? Ouais. Alors, ça, c'est un vrai sujet pour la jeunesse. On sait que l'impact qu'a eu le Covid sur la jeunesse, la crise sanitaire et les différents confinements qu'il y a eu derrière. Mais plus globalement, on peut aussi se dire que c'est une société assez anxiogène pour les plus jeunes. Donc, il y a le Covid et la gestion du Covid, et puis il y a la vie dans laquelle on évolue. Bon. Le problème de la santé mentale, ou de sa prise en charge, c'est un problème qui n'est pas qu'à Agen. Et ça touche aussi plus largement à la question de la désertification médicale et aux difficultés qu'on peut avoir d'avoir accès à des soignants. Donc, là où on sera vigilant, c'est effectivement que le territoire ne soit pas abandonné sur la question de la santé. Donc, on veut porter un centre de santé municipal. Alors ça concerne plus l'accès à un médecin généraliste dans un premier temps, mais le médecin généraliste, c'est celui qui peut orienter aussi plus facilement vers des soins psychologiques et psychiatriques. Et puis, sur la question de la santé mentale, il y a un dispositif qu'on avait évoqué dans le programme, c'était la mise en place d'une formation au premier secours en santé mentale. Il existe les premiers secours en santé physique, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais c'est un dispositif qu'on souhaite porter dans le cadre de l'équipe municipale. D'accord. Ok, très bien. Du coup, on va passer maintenant aux questions parcours. Donc, c'est moi qui ai commencé. Du coup, quand on est petit, on rêve toujours d'être astronaute, pompier, agent secret, tout ça. Est-ce que le petit Laurent, il se voyait maire d'Agen ou dans la politique ? Non, pas du tout. Il se voyait pilote d'avion. Et puis après, il a compris qu'il était peut-être un peu grand pour entrer dans un cockpit. Donc, voilà, non, je ne me voyais absolument pas maire d'Agen. D'ailleurs, je ne pensais pas quand j'étais petit que je viendrais vivre à Agen. Donc c'est les choses de la vie qui se sont faites, mais en tout cas
l'envie de s'engager auprès des autres et pour les autres, ça elle est arrivée assez vite. Moi j'ai été scout et donc dans le scoutisme on est porteur aussi d'aller vers les autres et d'aider. Et puis ensuite au lycée j'étais délégué élève et j'ai participé à des formations, j'ai été formé à être délégué, donc à porter la parole des autres et c'est à ce moment-là que ça a commencé, l'envie de m'engager pour les autres. Ok. Votre parcours d'études? Alors mon parcours d'études, donc moi j'étais lycéen à Toulouse et puis quand j'étais en terminale, c'était une campagne présidentielle. Donc j'étais très engagé dans la campagne présidentielle, j'étais très militant et j'avais un prof de sciences éco qui m'a dit qu'il fallait absolument que je fasse Sciences Po parce que c'était là que j'allais pouvoir évoluer. Bon. Donc il fallait préparer le concours de Sciences Po que j'ai absolument pas préparé. J'ai eu 5 au concours, donc j'ai pas été pris. Et qu'en face de Sciences Po à Toulouse, il y avait la fac de droit, donc je me suis inscrit à la fac de droit. Au début, ça me plaisait pas du tout, mais j'étais boursier. Et à l'époque, quand on était boursier, il fallait nécessairement réussir une année pour continuer à avoir la bourse. Et si on ne réussissait pas l'année, on repartait à zéro et on n'avait plus de bourse. Donc une année, c'était pas chouette, mais bon, j'ai continué une année, deuxième année pareil. Et puis en fait, ça m'a plu. Et donc j'y suis resté longtemps, puisqu'après j'ai fait un doctorat, donc je suis resté à la fac de droit 10 ans. Et à l'issue du doctorat, j'ai cherché à enseigner à la fac. Donc c'est un milieu un peu spécial, la fac, pour enseigner. Il faut être coopté. J'avais pas le réseau, je pense, pour pouvoir aller plus loin. Et donc à l'époque, il y avait une passerelle aussi. Si on était docteur en droit, on était facilement avocat. Donc j'ai emprunté cette passerelle et je suis devenu avocat. Et en fait, c'est un métier extraordinaire. Voilà. Donc j'ai absolument pas regretté de faire ça pendant 20 ans. Voilà. Qu'est-ce qui vous a amené à entrer en politique ? Ce qui m'a amené à entrer en politique, en fait, c'est ce que je vous disais. En fait, j'ai eu l'impression, je pense que j'en fais depuis longtemps. Ça dépend le sens qu'on y donne. Mais quand j'étais à l'université, je me suis engagé dans un syndicat étudiant. Donc, j'ai porté la parole des étudiants au conseil d'administration de l'université. Et puis, ça ne m'a jamais quitté, en fait. Mais cette politique, dans le sens où animer de la vie de la cité, porter la parole des autres, et pas une politique politicienne, partisane dans un parti. Moi, je ne suis pas encarté dans un parti. Donc l'idée, c'est vraiment de faire pour les autres, pour améliorer les choses. C'est ça qui me porte. Voilà. Quelles sont les compétences acquises dans votre carrière qui vous servent aujourd'hui en politique ? Je pense que ce qui va me servir, c'est la patience, parce que je ne suis pas patient, mais le métier d'avocat, ça permet aussi de l'apprendre. Peut-être la capacité aussi à prendre la parole en public. Je vous ai dit tout à l'heure en arrivant que c'était impressionnant de vous voir tous, et c'est vrai. Tout à l'heure, je vais prendre la parole publiquement parce qu'on inaugure le bus du cœur à Agen. Donc voilà, il y a une prise de parole. Donc la capacité à parler aussi devant les autres, la capacité peut-être aussi à prendre des coups. La campagne municipale, c'était une campagne un peu rude. Bon, donc ça, c'est aussi des choses que mon métier m'a permis d'apprendre et qui me servent. Et puis perdre aussi, puisque quand on est avocat, on peut gagner, mais on peut perdre. Il faut regarder les choses en face. On perd parce que notre dossier n'est pas bon, on perd parce qu'on n'a pas réussi à convaincre suffisamment. Et c'est pareil en politique. Donc, et c'est la vie, en fait. On perd et on gagne. Quand j'expliquais mon parcours professionnel, c'était aussi, j'ai pas des échecs qui font qu'on peut rebondir, on regarde ailleurs, et puis on se dit, là, j'avais pas pensé à ça, et puis on va regarder autre chose. Donc, c'est aussi la capacité à rebondir. Je crois qu'il faut qu'on ait tous, et qui est nécessaire pour pouvoir avancer. Yousra, c'est à toi. On voudrait savoir du coup quelles sont vos 3 priorités pour ce mandat. Alors les 3 priorités, c'est une question qui m'a été posée à plusieurs reprises pendant la campagne municipale. Et j'avais dit, je me souviens plus si on était à France 3 ou ailleurs, en tout cas j'avais dit mandat du quotidien. Donc c'est pas 3 priorités, mais c'était une manière de caler ça. Ce qui nous intéresse, nous, c'est bien sûr qu'il faut que la ville elle soit en capacité de porter des grands projets. Mais nous, ce qui nous intéresse d'abord, c'est le quotidien. Le quotidien, c'est comment je me balade en ville en toute sécurité. Le quotidien, c'est comment je roule sur une route carrossable, ou si je suis en vélo, je roule correctement, sans être en danger, sans être obligé d'aller vers les voitures parce que la piste cyclable n'est pas adaptée. C'est comment... Voilà, c'est ça le quotidien.
Et nous, on est attaché à ça. C'est comment je me soigne facilement, sans être obligé d'aller à Bordeaux ou à Toulouse. Donc, notre préoccupation, vraiment, c'est ça. Comment on permet à des jeunes de pouvoir faire le sport qu'ils souhaitent aujourd'hui. Il y a des jeunes, par exemple, qui veulent faire du basket. Au début de l'année, ils s'inscrivent. On leur dit, non, c'est pas possible, il n'y a pas assez de place, il n'y a pas assez de créneaux. Nous, on veut travailler là-dessus. Donc, peut-être qu'à la fin du mandat, on ne pourra pas dire, regardez, oh là là, on a fait un pont extraordinaire, on a fait des constructions folles. Mais j'espère qu'on pourra dire, le quotidien, il a changé. Voilà. Donc notre préoccupation, c'est ça. Alors 3, il n'y en a pas 3, mais c'est tout le quotidien des habitants sur lequel on veut pouvoir travailler. Les transports en commun, on le disait tout à l'heure, comment les quartiers qui sont enclavés, comment on les désenclave, comment on fait venir les jeunes des quartiers au centre-ville, comment on crée un espace pour que les jeunes ils puissent se retrouver. Voilà, c'est vraiment le quotidien qui nous intéresse. Ok, très bien. Du coup, on va passer maintenant sur les actualités et les informations. Du coup, on le voit encore très récemment, beaucoup de jeunes ont des accidents de voiture, parfois mortels. Et j'aurais voulu savoir votre avis, dans un premier temps, sur le permis à 17 ans. Et si, à votre échelle, vous auriez des idées pour renforcer la sécurité et limiter les accidents. On sait que c'est notamment beaucoup sur les routes de campagne, tout ça. C'est moins présent en centre-ville, mais il y a quand même des fois des accrochages, des accidents, tout ça. Et là, c'est aussi présent en centre-ville. Moi, j'ai des dossiers de jeunes qui ont été victimes de graves accidents de la circulation au centre-ville. Donc, ça touche aussi le centre-ville. Et ça peut être des accidents mortels, donc avec tous les drames qu'on imagine derrière. Moi, je n'ai pas d'avis sur le permis à 17 ans. Ma fille, elle a pu passer son permis à 17 ans. Effectivement, 17 ans, c'est jeune. Et en réalité, 18, c'est peut-être jeune aussi. En réalité, c'est pas tant l'âge. Moi, ce qui m'a marqué dans ma carrière professionnelle, c'est que le droit pénal des jeunes, des mineurs, c'est pas le même que celui des majeurs. Et en réalité, on peut avoir la maturité à 18 ans de basculer dans le droit pénal des majeurs et on peut ne pas avoir cette maturité-là. Donc, ce seuil de 18 ans, là, se dire que du jour au lendemain, on devient majeur et que voilà, on a la maturité, on est prêt. C'est vrai à 17, c'est vrai à 18. En fait, est-ce qu'il faudrait mieux 21 ans ? C'est comme ça. Il faut qu'on fixe un seuil. 17 ans, on sait pourquoi ça a été fait. C'était pour favoriser aussi le déplacement des plus jeunes. En réalité, ça, c'était une bonne idée. Mais en pratique, on ne peut pas passer le permis parce qu'il n'y a pas suffisamment d'examinateurs. Donc, on se retrouve à attendre des mois et des mois pour passer le permis. Bon, ça favorise ceux qui ont pu faire la conduite accompagnée au détriment de ceux qui n'ont pas eu les moyens de le faire ou pas les possibilités de le faire avec leurs parents. Donc, bon, c'était une bonne idée sur le papier, sauf que derrière, ça ne suit pas. C'est plus ça, moi, qui me gêne, parce qu'on a vendu du rêve, parce qu'en pratique, on ne sait pas accueillir ça. Et moi, je m'étais mobilisé l'année dernière avec les représentants des auto-écoles, parce qu'il manquait d'un examinateur, et donc les délais, c'était plus d'1 an pour passer le permis. Alors, ma question, ce n'est pas le seuil 17 ou 18, ma question, c'est comment on accompagne la possibilité de passer effectivement le permis. La sécurité routière, et l'insécurité routière, ça participe de l'insécurité dans laquelle on peut vivre. Donc, nous, on pense qu'il faut pouvoir mettre en place des radars mobiles pour vérifier la question de la vitesse, y compris en centre-ville. La dernière fois, on sortait d'une réunion à la mairie, il était un peu tard. Rue Montesquieu, il y a une voiture qui nous est passée devant. Enfin, c'était un rallye auto rue Montesquieu, quoi. Bon, il n'y a personne, il n'y a pas de contrôle. On ne peut pas imaginer qu'il y ait un policier municipal tout le temps, partout. Mais voilà, ciblé par des remontées aussi des habitants qui vont pouvoir nous dire ici, ça devient n'importe quoi sur la route. Donc peut-être venir positionner des radars mobiles pour vérifier, pour sanctionner. Vérifier aussi les zones 30. Il y a des zones 30 au centre-ville. Bon, elles sont pas réellement respectées. Donc voilà, il y a... C'est la même préoccupation que sur le boulevard quand le précédent maire il a interdit la circulation des vélos. Il a pris un arrêté. Mais en réalité, le code de la route, il prévoit déjà la possibilité de faire cohabiter les cyclistes et les piétons. Il suffit juste de faire appliquer la loi. Et c'est à ça qu'on est attaché. Certains étaient surpris que notre liste de gauche, elle se penche sur la question de la sécurité dans le programme. Mais en réalité, la sécurité, c'est ce qui nous permet à tous aussi de vivre sereinement. C'est universel. C'est universel et il faut qu'on puisse faire respecter déjà la réglementation qui existe. Et je pense qu'on se sentira tous mieux en centre-ville et plus généralement sur Agen. Ok, merci. D'ailleurs, en parlant de sécurité, dans votre programme, vous annoncez vouloir lutter contre les discriminations et le harcèlement de rue. Est-ce que vous comptez mettre quelque chose en place pour faire face à cela spécifiquement ? Oui, alors il y a déjà des choses qui avaient été mises en place, qu'on va bien évidemment poursuivre. Par rapport à ça, on y travaille. On a une élue qui est en charge de ces questions-là.
il y avait quelque chose de très pratique qu'on avait envisagé de mettre dans le programme, c'était des bornes d'appel. Et donc ça, on a vu le directeur de la police municipale pour voir où on pouvait les positionner. Dans certaines communes, c'est au parc-mètre. Sur les parcs-mètres, il y a une borne d'appel, on appuie, on est directement en contact avec la police municipale. Donc ça, c'est une piste. On pourrait aussi envisager d'en mettre une, et on y a travaillé avec le directeur de la police municipale dans les parcs. Donc avec une borne d'appel pour pouvoir effectivement assez rapidement contacter la police municipale. Voilà. D'accord. Justement, par rapport à ça, il y a une application qui existe qui s'appelle Sorority. Alors c'est surtout pour les femmes, ce que je trouve un peu dommage parce que du coup, s'il y a des hommes qui sont agressés, bah, ils ne sont pas forcément pris en compte dans cette application. Et justement, le but de cette application, c'est de pouvoir envoyer une alerte à d'autres personnes qui vont à cette application ou à des commerces qui sont en lien avec les créateurs de l'application pour trouver un lieu de sécurité ou des gens qui peuvent venir nous aider quand justement il y a des problèmes où on se fait agresser, suivre par quelqu'un, qu'on se sent juste pas à l'aise parce qu'on est dans un lieu un peu bizarre, une rue un peu sombre. Voilà, c'était juste pour ajouter l'info pour ceux qui écouteront le direct demain du coup. Il y a un dispositif qui a été mis en place à la fin du précédent mandat, c'est effectivement d'aller pouvoir aussi se réfugier chez un certain nombre de commerçants. Donc voilà, c'est en lien aussi avec ce que vous dites, mais ça existe déjà sur Agen. La passerelle Goja était très utilisée et sa fermeture complique la vie de beaucoup de lycéens depuis plusieurs années. Auriez-vous une idée de quand est-ce qu'elle sera de nouveau accessible ? Alors la passerelle Goja, c'est vraiment le fiasco. C'est un fiasco. Bon. Parce qu'en fait, elle n'a jamais été entretenue. Quand il y a eu des travaux pour rénover la gare, on a rénové l'accès à la passerelle et on n'a pas rénové la passerelle. Bon. C'est assez incompréhensible, mais c'est le choix qui avait été fait à l'époque. La ville d'Agen disait la passerelle ne nous appartient pas, elle appartient à la SNCF. Et la SNCF, elle disait non, elle appartient à la ville d'Agen. Bon. Plutôt que de régler le problème à l'époque, on a laissé comme ça. Et un jour, au conseil municipal, on est fin juin 2023, on nous montre des photos. On n'a pas le choix, il faut fermer la passerelle parce que c'est vraiment trop dangereux de pouvoir circuler dessus. Et puis ensuite, il y a des discussions au sein du conseil municipal. Qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on fait une passerelle provisoire ? On va voter pour une passerelle provisoire et puis en fait, on va se rendre compte avec les études, c'est pas adapté. Donc on dévote et on revote pour autre chose, pour des travaux. Donc on a perdu énormément de temps parce qu'il n'y avait pas de ligne directrice. Sur ce sujet-là, si on avait écouté les habitants, je pense que la passerelle, elle serait en passe de réouvrir parce que pendant des mois, il ne s'est rien passé. Pendant des mois, les habitants du quartier de l'Ermitage, ils disaient mais c'est ça qu'il faut faire, il faut avancer là-dessus. Et la précédente municipalité, elle a à la fois ignoré et puis aussi été un peu insultante avec les habitants du quartier qui avaient écrit. Et en gros, le maire avait dit non, mais vous y connaissez rien. Finalement, il portait le projet d'une remise en état de la passerelle. C'est ce qui est mis en place. Et a priori, elle devrait rouvrir fin d'année 2027. Donc c'est très long parce que il faut pouvoir faire les travaux à des moments où les trains ne circulent plus. Donc il faut chercher à des moments où il va falloir sécuriser. Donc le chantier il est vraiment très important. Ils vont fabriquer en fait autour de la passerelle une sorte de carapace où les ouvriers vont pouvoir intervenir. On va baisser les caténaires, donc les trains vont pouvoir circuler dessous. Et là il y a des ouvriers qui vont travailler à l'intérieur. Ils vont décaper parce qu'il y a du plomb. Donc il faut que ça reste vraiment en milieu. Que ça reste fermé. Donc le chantier, il va se dérouler sur plusieurs mois. Mais pour l'instant, on tient le planning. Donc même si c'est un peu lointain, on tient le planning. Il y a un surcoût parce que vous savez que les matières premières, elles augmentent. Mais on a dit, quel que soit le coût, on ira jusqu'au bout du projet parce qu'elle est indispensable pour les habitants du quartier, elle est indispensable pour les habitants du centre-ville, pour les jeunes, pour accéder au canal. Enfin voilà, elle manque, c'est sûr. Il y avait un projet alternatif qui avait été porté aussi par la municipalité précédente qui était d'aménager le pont Piketty, etc. au bord du canal. Ça, on l'a abandonné parce que pour nous, ça fait double emploi et qu'il faut mettre le paquet sur la passerelle. Donc ça va continuer d'être en mode dégradé encore quelques mois, mais avec l'idée de finaliser cette future nouvelle passerelle rénovée. Si vous aviez une baguette magique pour changer une chose dans la ville, demain matin, ça serait quoi ? Non, je crois que d'abord, je serais bien ennuyé. Je pense que je ne déciderai pas seul. Donc, je réunirai le conseil municipal, ma majorité, pour décider ce qu'on peut faire. Et puis, me connaissant, je ne me contenterai pas d'une mesure et que je chercherai peut-être à habiller mon seul vœu pour que ça puisse en fait toucher plusieurs choses. Et peut-être que mon vœu, ce serait améliorer le quotidien.
Et peut-être que grâce à ce vœu, j'atteindrai l'objectif. Mais en tout cas, je ne déciderai pas seul ce que j'en fais. Alors, question un peu moins magique. Que pensez-vous des guerres actuelles? Ça fait moins rêver, là. Alors, qu'est-ce que je pense des guerres actuelles? C'est pouvoir dire que c'est triste et que c'est la misère. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Moi, j'arrive pas à comprendre comment on en arrive là, en fait. J'arrive pas à comprendre comment... on parlait tout à l'heure de mon parcours et comment déjà au lycée... donc j'ai 48 ans, hein, donc vous comprenez que ça date un peu, mais comment déjà au lycée, on évoquait la situation du Moyen-Orient, la situation d'Israël, de la Palestine, etc. Et on se retrouve encore dans un conflit qui s'enlise. Donc... c'est incompréhensible en fait ce qui se passe aussi en Ukraine, cette guerre qui devait durer quelques semaines et qui s'est enlisée. Comment les hommes ils n'arrivent pas, ils se font la guerre et pourquoi? Voilà, moi ça me dépasse complètement. Donc je suis content de ne pas être en responsabilité au niveau national parce que je serais très frustré de ne pas pouvoir faire comprendre aux autres pays que c'est pas possible de se comporter comme ça. Et qu'il n'y a rien qui justifie de se faire la guerre, il n'y a rien qui justifie que des jeunes Russes ils meurent au combat, que des jeunes Ukrainiens ils meurent au combat, que Gaza soit rasé. Enfin, il n'y a rien qui peut justifier ça. Ouais, c'est incompréhensible, quoi. C'est triste, ouais, vraiment. Alors, comment soutenez-vous les associations locales en cette période compliquée? Alors nous, ce qu'on a dit pendant la campagne et ce qu'on va faire, c'est que pour nous, le monde associatif, ça ne peut pas être la variable d'ajustement du budget municipal. La précédente municipalité, elle a fait le choix à certains moments de baisser les subventions municipales parce qu'il fallait faire des économies. Et ça, sans doute que c'est évident qu'il va falloir faire des économies parce qu'il y a l'état des finances publiques qui fait que il va falloir aller faire des choix. Voilà. Comme une famille, voilà, qu'est-ce que je peux mettre dans l'investissement, qu'est-ce que je peux mettre dans mon fonctionnement, comment j'achète à manger quand je suis une famille, comment je rénove le toit de ma maison s'il y a des fuites. Et puis, donc, il va falloir qu'on fasse des économies, mais nous, ce ne sera pas le monde associatif qui sera cette variable d'ajustement. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on veut créer aussi un grand forum des associations. Parce que ce qu'on a repéré pendant la campagne, notre campagne municipale, elle a duré presque 2 ans. Donc on a rencontré beaucoup de monde. On a rencontré beaucoup d'associations qui pouvaient nous dire, nous, on a envie de travailler avec d'autres associations. Mais en fait, on ne peut pas, on n'y arrive pas, on ne nous aide pas. Et nous, on veut favoriser ça. Permettre aux associations de travailler ensemble, ce n'est pas un gros investissement pour le budget de la municipalité. Mais en revanche, ça peut créer des choses. Et ça peut créer une synergie, ça peut créer parfois des économies, ça peut créer aussi des beaux projets. Et puis, un projet porté par une association, c'est aussi un projet qui va permettre peut-être à des gens de venir à Agen. Et donc, ça va être intéressant pour l'attractivité du centre-ville, pour les commerçants. Donc, on souhaite vraiment investir ça. Et non pas en termes financiers, mais peut-être en termes humains, en termes de possibilité d'accompagner les associations pour qu'elles puissent porter leurs projets. Voilà. On en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais qu'est-ce que vous pensez du coup de la marche des fiertés qui aura lieu ce week-end à Agen? Bon, alors j'en pense beaucoup de bien. Figurez-vous que pour la première fois, le drapeau LGBT il va être affiché il va être accroché sur les murs de la mairie d'Agen, également sur le théâtre d'Agen, puisque le dessin qui accompagne cette marche, c'était le théâtre d'Agen. Donc, on a été sollicité par le collectif et donc on a répondu favorablement. On a soumis une délibération au conseil municipal et donc ça a été voté par la majorité municipale. Donc j'en pense du bien. Le parcours, c'est un moment festif. C'est aussi un moment qui permet d'afficher la volonté de lutter contre les discriminations. Le principe d'égalité, c'est un principe essentiel. Et donc, c'est une manière aussi de le promouvoir. Donc, c'est pour ça qu'on était heureux collectivement dans la majorité d'avoir été sollicités, de pouvoir répondre favorablement à cette demande. Voilà, donc, je suis impatient d'y être. Je suis impatient de voir le drapeau flotter en haut de la mairie. Moi aussi, il me tarde de le voir. Très bien, on va passer aux questions perso. Je te laisse reprendre la suite, Akima. Quelle est votre plus grosse bêtise faite lorsque vous étiez enfant? Il y a un moment où j'ai droit à un joker ou Oui. Non, j'en ai fait beaucoup. Voilà, c'est comme ça. Pas une plus forte qu'une autre
Toujours Alors, le même- comme j'ai peur que mes enfants ils écoutent l'émission, je voudrais pas qu'ils puissent me dire, tu vois, papa, toi, t'as fait ça, et nous, on n'a jamais fait ça. Donc, non, vraiment. Si Ok. vous voulez, pour être sur tous un pied d'égalité, on peut tous dire une bêtise qu'on a fait enfant. Noémie, tu prends la relève. Alors, quelle musique ou quel artiste écoutez-vous pour vous motiver avant une journée importante? Alors, il y a ce qui me plaît, moi, c'est la chanson française avec des textes, mais c'est pas des choses qui vont peut-être vous faire rêver. C'est Barbara, c'est Piaf, c'est Brel. Donc ça, quand mes enfants étaient plus jeunes, j'avais le droit de l'imposer à la maison dans la voiture. Et puis, petit à petit, je me suis fait complètement déborder. Donc j'écoute un peu plus ce que mes enfants écoutent. En ce moment, il y a beaucoup d'Amso là. Voilà, donc bon, j'écoute, c'est pas mal. Voilà, j'aime bien cette chanson qui dit mais qui m'a demandé la possibilité de pourquoi je vis. Hein. Vous la connaissez sans doute, et elle me fait vraiment réfléchir aussi sur le fait d'être parent et d'amener la responsabilité qu'on peut avoir aussi quand on amène un enfant à la vie et comment on s'en occupe. Donc voilà. Est-ce que j'écoute des musiques pour jeunes? Non, c'est les jeunes qui me font écouter leur musique, ce sont mes enfants qui me font écouter leur musique, mais j'écoute avec eux, oui. Bon. Il y a des choses qui me dépassent un peu quand il y a des grossièretés, des insultes, un peu, tout ça dans les chansons, mais je leur dis, et puis je joue mon rôle, mais voilà. On dérape un peu, c'est vrai. C'est à toi, Yosra. Alors, quelle est la décision la plus courageuse que vous avez prise dans votre vie, pas forcément politique? La décision la plus courageuse que j'ai pu prendre, c'est à un moment au lycée, j'étais un peu en décrochage, c'était un peu compliqué à la maison. Et je pense que ça a été de me dire, j'ai un choix à faire. Soit je m'accroche, soit ça va déraper. Soit tu Donc, décroches. voilà. Je décroche et je sentais que ça pouvait déraper. Tout à l'heure, on parlait des bêtises qu'on peut faire. Il y a eu un moment où vraiment j'étais sur une ligne de crête. Et donc, je pense que là, ça a été de me donner un petit coup de pied au cul là, pour pouvoir dire je reste de ce côté-là et je dérape pas. Donc, je pense que c'est ça. Ok. Ensuite, bon, ce n'est pour moi clairement pas le meilleur des exemples, mais Jordan Bardella confie qu'il jouait à Black Ops 2. Est-ce que Monsieur Bruno, il joue un peu pendant son temps libre, ou alors est-ce qu'il a eu un jeu de cœur pendant qu'il était plus jeune Non, alors moi, les jeux de société, les jeux de société, oui, beaucoup, on en parlait tout à l'heure. Les jeux vidéo, non, j'ai joué avec mes enfants parce que, voilà, Mario, etc., mais enfin, j'ai jamais été très fort. Moi, j'étais plutôt à l'extérieur, je vous ai dit, j'étais scout, donc moi, vous me mettez dehors dans un champ, je vous avec une cabane, mais vous me mettez face à un ordinateur, je m'ennuie très vite. Donc, non, j'ai pas cette appétence-là pour les jeux vidéo. Mais par contre, les échecs avec plaisir. Un Monopoly, j'adore. Si on fait un risque, je vais vouloir gagner. Enfin voilà, ça sera plutôt ça. Ok. Quelle est votre destination de rêve? Alors ma destination de rêve, quand j'étais à l'université, je me suis lié d'amitié avec un réfugié rwandais. Pardon, je suis ému. Et on est allé le voir il y a 2 ans. Et donc, je suis ému parce que le Rwanda, ils ont un gros travail de mémoire sur le génocide. Et c'est une destination de rêve parce que c'est très beau. Et à la fois, c'est aussi une destination de rêve parce que ça montre ce que ça peut être la vraie vie. Et donc, dans son plus mauvais volet. Et donc, c'est la destination de rêve. Alors, le billet est un peu cher, mais en revanche, la vie sur place ne l'est pas. Et c'est un pays magnifique. Les gens sont vraiment très sympas. Et puis, vraiment, dans chaque petit village, il y a un lieu de mémoire. Et c'est important aussi de pouvoir vivre ça. Voilà. Et exactement. Vive Gaël Faye. Moi, je voulais vous demander, qu'est-ce que c'était votre dernier film coup de cœur? À bicyclette. Alors ça remonte un peu, mais c'est un père qui perd son fils et qui part avec son meilleur ami à vélo, donc vers la Turquie. Et c'est vraiment très, très beau, très fort. Et donc ce père qui s'imagine son fils qui est décédé sur ce même parcours. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des recommandations niveau série? Est-ce que vous regardez des séries aussi un peu en ce moment Alors oui, pendant la campagne, il y avait des moments où en fait, il fallait absolument que je
je change de ma vie quotidienne là, et donc je regardais des mini-séries avec une seule saison, parce que sinon je sais que c'est pas tenable. Et c'est plutôt des mini-séries un peu policières là, donc je n'ai pas vraiment de suggestions à faire. Mais voilà, il ne faut pas que ça dure trop longtemps, il ne faut pas qu'il y ait de trop nombreux d'épisodes, parce que sinon je vais perdre le fil. Ouais. Mais voilà, plutôt policière, ouais. Ok. Après tous ces échanges, est-ce que vous avez des idées pour améliorer notre web radio, sachant qu'on a des projets pour l'améliorer, mais je vous laisse d'abord parler et alors, je complète tout après. ce qui se fait pour la jeunesse, dans la jeunesse et contre la jeunesse, donc j'écouterai vos suggestions et puis ensuite on verra ce qu'on peut faire. Donc ça partira d'abord de vous. Mais... nous par exemple, là actuellement on a besoin énormément de matériel et financièrement parlant, la mission locale c'est trop compliqué de suivre. Donc on va lancer ce qu'on appelle une cagnotte Yuzu. C'est une cagnotte où les gens vont pouvoir donner la somme qu'ils veulent à partir de 10 €, sachant qu'on peut faire une petite cagnotte à côté pour les jeunes qui ont moins les moyens mais qui veulent quand même participer. Sachant que, par exemple, si on met 10 €, le département rajoute 10 € derrière et ils peuvent participer à hauteur de 3 000 €, si je ne dis pas de bêtises, sur la cagnotte. Voilà. Et en échange, nous, ce qu'on doit faire, c'est donner des contreparties aux gens, leur faire des petits cadeaux, ça peut être ce qu'on veut, tant que ça ne dépasse pas un certain pourcentage du don que la personne a fait. Et à savoir que si cette cagnotte, on n'arrive pas au bout de notre objectif, tout l'argent qui aura été donné par les participants sera rendu aux participants et le département récupérera la somme qu'il a mis dans la cagnotte. Voilà. Donc c'est un beau challenge. Exactement. Mais c'est une belle idée. Voilà. Du coup, c'était pour savoir si vous aviez des idées en plus. Peut-être des idées de contrepartie qu'on pourrait faire pour les gens. Non, pas comme ça là, mais je veux bien y réfléchir. Je veux bien y réfléchir. Je crois qu'on a encore du temps, donc on a quelques questions bonus. Ah, pas beaucoup. Ah, bon, une question bonus. Je vous laisse vous concerter. Vas-y. Elle n'est pas dans l'action, mais je vous avais posé la question par rapport aux compétences que vous avez pu acquérir durant votre parcours professionnel, et vous avez parlé justement d'échecs et du fait de remonter la pente. Est-ce que vous avez peut-être des conseils à donner aux jeunes qui peuvent vivre parfois des échecs et qui ont besoin de motivation pour se relever ? Quand moi j'étais plus jeune et que je subissais des échecs, j'avais tendance un peu à m'effondrer, à me dire que c'était fini, etc., et que j'arriverais jamais à rebondir. Et quand ma mère elle me disait mais ça fait partie de la vie, c'est comme ça, les échecs, ça m'énervait. Bon, ça m'énervait. Parce que en fait, j'avais l'impression qu'elle minimisait ce que j'étais en train de vivre. Bon. Donc, moi, je crois qu'il faut accepter l'idée qu'on va pas bien quand on a un échec, parce que voilà, on peut pas sous-estimer l'impact de l'échec, mais pour autant, c'est pas une fin en soi, parce que et c'est là le petit truc qui fait que il faut réussir à rebondir. Il y a cette image, là, vous savez, on va tomber, on va être au fond de la piscine, etc. Il ne faut pas y rester, il faut réussir à donner l'impulsion. Et en fait, une fois qu'on a donné l'impulsion, on prend un peu de hauteur, on se rend compte, en fait, effectivement, c'est pas si grave, on relativise. Donc, le conseil que j'ai à donner, c'est d'abord d'accepter l'échec, et puis de se donner ce petit coup de pied là qui permet de rebondir. Et une fois qu'on a rebondi, on voit les choses autrement. Merci. J'ai une petite demande à vous faire. Est-ce que vous seriez partant pour nous dédicacer notre petite mascotte qu'on a appelée Moignon ? Hop, couleur de la crinière de la mission locale. Exactement. Où vous voulez, il n'y a pas de... Je suis le premier. Oui, c'est ça. Vous l'inaugurez. Juste... Merci. Ah, ça bave un peu. Bon, c'est pas grave. Après, pour être honnête, vu la tête de la mascotte, c'est pas bien grave si ça bave. Ok. Ouais, non, ça bave vraiment. Merci beaucoup. Ça. Merci à vous d'avoir été avec nous. Vous. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Et puis nous, on se laisse avec le direct. Hop.